we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres, et nous sommes repartis pour une histoire de Reine des Enfers Creepypasta, alias Lilith. Et comme vous l'avez lu dans le titre, il ne s'agira pas d'une histoire, mais de 5 histoires. 5 histoires de dames assez particulières, mais je vous laisse les découvrir ou les redécouvrir. Sachez néanmoins pour ceux qui les connaissent déjà, que j'y ai ajouté mon petit grain de sel, niveau du montage. Comme ça vous donnera une petite effet inédit. Sur ce mes petits monstres, place à la première histoire. Il faisait froid quand Nick sortit de chez son ami. L'obscurité faisait parfait contraste avec les flocons blancs qui perlaient sur le sol. Il avait bu quelques verres, mais il savait encore marcher. Alors il décida de prendre sa voiture et de conduire. Nick était fatigué et voyait mal. Il roulait prudemment. Un tournant un peu trop glissant faillit tout de même le renverser. Il garda le contrôle de sa voiture et freina brusquement. Devant lui, venait de passer un spectre, semblable à une femme très jeune. Elle semblait gelée, de la glace l'entourait. Elle avait 2 grands yeux rouges. Nick se dit que c'était sûrement l'alcool et la fatigue. Le tout sur une route en pleine forêt. Il n'était plus qu'à quelques kilomètres de chez lui, quand la fatigue commença à le prendre. Chaque fois que ses yeux se fermèrent, il voyait les yeux rouges de cette femme. Il monta le son de la musique, afin de rester éveillé. Il monta également le chauffage de la voiture. Le froid se faisait de plus en plus présent. Il vit enfin sa maison. Il ouvrit le garage avec la télécommande et se gara. Il sortit de la voiture et se dirigea à l'intérieur de sa demeure. Il se changea et monta dans sa chambre. Il faisait extrêmement froid. Il mit plusieurs couvertures sur son lit, avant de se glisser dedans et de s'endormir. Durant la nuit, il revit ses 2 grands yeux rouges, et il fut plongé dedans. Il se retrouva dans la forêt, où cette femme était apparue. Un épais brouillard l'empêchait de voir où il mettait les pieds. L'obscurité n'arrangeait rien. Il avait trébuché 2-3 fois. À un moment, quelqu'un lui tendit une main, pour le relever, une main blanche, recouverte de glace. Il reva la tête et vit cette femme. Il prit sa main pour se relever. Puis, il vit la paume de sa main gelée, puis toute sa main, puis son bras. Il comprit vite qu'il allait devenir un bloc de glace. Il hurla avant de se réveiller. Il s'assit sur son lit, en sueur, la respiration haletante. Il passa ses mains sur son visage et se calma petit à petit. Il se recoucha en fermant les yeux, puis les rouvrit en entendant un bruit et alluma sa lampe de chevet. Et là, il la vit, couchée sur le plafond, dans sa robe de glace. Elle le regardait avec ses grands yeux rouges. Il n'arrivait plus à bouger ni à crier. Il était complètement paralysé par la peur. Elle continuait à le fixer. Puis le doux visage de cette femme se transforma petit à petit. Ses joues se creusèrent et furent teintées de noir. Ses lèvres montrèrent un sourire carnassier. Ses yeux, qui dans son rêve étaient rouges, passèrent au gris. Elle en descendit doucement vers Nick. Celui-ci voulant hurler, il transpirait de peur et les battements de son cœur s'accélérèrent. La femme le traversa avant de disparaître. Il sentit un courant glacial le traverser. Il sentit ses organes se frigorifier. Il hurla de douleur et voulait s'arracher la peau pour stopper cette effroyable chose. Sa peau se transforma en glace petit à petit, et les cris se stoppèrent. Ainsi, dans la nuit noire, la dame de glace fit une nouvelle victime, et quand le soleil se lèvera, seule une flaque d'eau sera présente. Vous qui avez entendu ce récit, sachez que la dame de glace vous observe, et cette nuit, vous serez le prochain. Cette légende paraît si anodine, non effrayante et très méconnue,
Pourtant, cette entité a l'oreille fine pour débusquer sa viande crue. Le démon d'une dame de minuit, chassant les soirs de pleine lune, armé de dents pointues sous des cheveux gris, cachant la faim derrière sa rancune. Abandonnée il y a fort longtemps, à une époque cruelle régie par la peur, elle voulait venger la perte de son enfant, en dévorant ceux qui apportaient le bonheur. Une faim insatiable de chair humaine, provoquée par l'indifférence des êtres humains. Rien ne pourrait apaiser sa peine, même le sang coulant entre ses mains. Ces familles vivant à l'écart de la tristesse ne pourraient pas se douter du danger, que cette femme s'approche de leur adresse pour que leurs enfants deviennent son dîner. Elle pourrait gravir le mur extérieur avec ses longues griffes ensanglantées, ouvrir la fenêtre comme un braqueur, laissant sa proie inconsciente du danger. De quoi pouvait bien rêver ce pauvre enfant, dont la vie ne tenait qu'à un fil, avant qu'il ne vienne à vider de son sang la gorge tranchée par cet être vil et cruel de cette femme maudite. Personne n'avait pu avertir, afin de s'opposer à cette femme sans cœur. Le corps, dans son vieux paluchon gris, finirait bien cuit à la vapeur. Satisfaite de sa chasse et de sa bonne fortune, le sourire aux lèvres, sa mission accomplie. Il ne restait plus qu'à attendre la prochaine pleine lune, car c'est seulement là que frappe la dame de minuit. Moi, Marie, je connais les secrets que personne encore ne serait prêt à recevoir. Je peux lire l'avenir, prédire des batailles, écrire des pages et des pages de vos vies futures. C'est un don, me direz-vous, mais pour moi, ce n'est pas un don, mais plutôt une malédiction. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne suis pas humaine. Ça vous étonne? Pourtant, dès le début, vous n'étiez pas inquiet quand je vous ai expliqué que j'avais la possibilité de voir le futur. Comme quoi, l'être humain est mesquin au fond. Non, je dirais plutôt égocentrique, cupide, avare, cruel. Cruel? Pourquoi ce mot me revient-il en tête? Je pense que c'est à cause de ce Victor. Victor était un camarade de classe. Rien de plus basique, mais il était spécial. Il voyait des esprits partout, et moi aussi. Rapidement, nous avons fait connaissance. Je suis tombée amoureuse de lui. Je le reconnais. Mais en même temps, il avait de si beaux yeux. Lui, par contre, ne m'aimait pas. Je le sais, car il repoussait mes avances tout le temps. J'avais beau lui déclarer mes sentiments, lui écrire des mots d'amour et même lui envoyer des SMS, rien ne changeait. C'était comme parler à un mur, voire même recevoir un coup de poignard dans le cœur, ou pleurer devant un miroir. Je ne sais plus quoi penser. J'avais perdu tout espoir, quand soudain, la veille de ma mort, il m'avait demandé si je voulais venir à un rendez-vous secret, dans notre village, près du lac. Je l'ai attendu longtemps, puis vers minuit, il est arrivé. Mon cœur a bondi de joie. Honte à moi si j'avais su ce qui se passera après. Enfin si, je le savais, mais je refusais de l'accepter. En fait, depuis toute petite, je perçois l'avenir au travers des rêves. Et une nuit, j'avais rêvé de ma propre mort. Tout s'est exactement réalisé comme je le craignais. Tout d'abord, il m'a forcé à boire un breuvage suspect. Ensuite, il m'a attaché les mains dans le dos. Étant à moitié saoul, je me suis dérobée, mais sans chercher à me donner. J'étais complètement sous son emprise. Après, il a commencé à défaire mes vêtements. J'ai aussitôt senti le froid sur ma peau, toujours sous l'emprise de cette drogue. Je me souviens plus exactement ce qui s'est passé, mais ce dont je me souviens, c'était des sons étouffés dans ma gorge, des gémissements. Mais de quoi me plaignais-je? C'est quand j'ai vu le torse nu de Victor que j'ai compris. J'ai été souillée et manipulée. Il m'avait offert la drogue du violeur, ce qui explique mon état. Après avoir joué avec mon corps et mon cœur, il a commencé à me martyriser. Mon corps a encore les séquelles des coups de ce vicieux pervers.
des bleus, des hématomes, j'en ai à l'appel. Au début, j'ai résisté, mais après, je me suis laissé faire. J'aurais dû réagir, lui faire quelque chose, mais je n'ai rien fait. Au final, il m'a tué, en me noyant dans le lac, puis il m'a laissé seul, dans le froid, une nuit d'hiver. C'est un passant, un coureur du dimanche qui m'a découverte. J'eus le droit à un enterrement de premier choix, mais il a fallu que ce démon arrive et gâche tout. Il a fait croire à mon père et à ma mère que j'étais sa petite amie, et qu'il était profondément bouleversé par ma disparition. Quel beau parleur. Mais son charisme redoutable aurait eu raison de mes parents. Je leur ai toujours dit que si je devais mourir, je souhaiterais être incinérée pour sauver mon âme. Les cons! Ils ont bu ces paroles et m'ont enterré traditionnellement dans un beau cercueil et une belle pierre tombale. Une fois arrivé au royaume des morts, ce nécromant de Pakochi m'a aussitôt réveillé. Comme si ce n'était pas assez pour me tuer. Il a fallu que cet idiot me réveille pour m'empêcher d'avoir un repos éternel. Entre nous, ça n'existe pas le repos éternel, sauf si aucun de vos proches ne vous réveille ou ne vous sollicite. Mais disons que maintenant, à défaut de connaître la paix, je me venge à mon tour. Ce magicien en herbe souhaite devenir un puissant nécromant. Bonne chance. Il ne sait même pas aligner 3 mots en ancien latin. Il me demande de prédire l'avenir, mais ses requêtes étaient incompréhensibles. Un mélange d'allemand, de français et d'anglais. Urgh. Une fois, je devais dire ce qui se passerait si la poule verte était mangée par un chat noir. Je lui ai répondu un sombre présage. Il m'a harcelé de questions, mais je restais le plus vague possible. Mon cœur était devenu aussi froid que de la glace, mon esprit aussi dur que de la pierre, et ma pensée aussi solide qu'un roc. Plus rien ne pouvait m'arrêter, même si je n'avais plus de corps. Heureusement pour moi, le petit magicien avide de pouvoir a fait une énorme bêtise. Il a utilisé un puissant sortilège pour me ramener à la vie, enfin sous la forme d'un non-vivant. Mais peu m'importait. Tant que je pouvais mener à bien mon châtiment, je le ferais. Il m'a aussitôt écrit une phrase en français. Devine le futur dans mes yeux. Trop facile. Je me suis approchée de lui. Je l'ai fixé dans les yeux. Je ne voyais qu'un mot écrit en plusieurs langues. Muerte, die, la mort. Je l'ai alors saisi à l'aide de mes bras. Je l'ai étranglé. Je resserrais de plus en plus mon emprise sur lui. Je lui ai proposé de me rendre mon état de poussière en échange de sa vie. Un marché honnête, il faut le dire. Quel idiot il a fait. Un vrai con dans toute sa splendeur. Un homme, quoi. Il a refusé. Je ne l'ai pas épargné. Il est mort dans mes bras, sans pousser de gémissements, ni verser de larmes. Le lendemain, je me suis terrée dans la forêt. J'avais pris le plus grand soin de brûler cet idiot, ainsi que ses livres de savoir occulte qu'il ne méritait pas. Puis, je suis partie de village en village. J'ai marché des journées entières, senti le vent sur ma peau, le froid dans mes os, le soleil sur la tête, dans l'espoir de retrouver ce Victor pour le tuer. Je suis passée devant sa maison et j'ai glissé un papier dans sa boîte aux lettres. Puis, je l'ai attendu près du lac, là où tout avait commencé. À la nuit tombée, il arriva. Je lui fis un beau sourire. Puis, il s'approcha de moi. À ce moment même, mon sourire se transforma en grimace de haine. Il voulut fuir, mais je le rattrapai. Pitié, Marie, me fais pas de mal. Cria-t-il. Te faire du mal? Non, mais te faire souffrir. Et te tuer? Oui! Je lui saisis le cou et serra si fort que les yeux de Victor furent injectés de sang. Puis je le frappai avant de lui arracher le cœur et de lui mettre dans la bouche. Et de le laisser là, seul, dans le froid, comme il l'avait fait pour moi. À présent, il me fallait trouver un maître de magie qui puisse me rendre ma liberté. Mais personne, non personne n'a voulu me rendre ce service. Un tout petit service de rien du tout. Mais non, de nouveau personne. Pas un seul homme ne m'a aidé. Rien, que dalle. Putain, ce n'est pas compliqué pourtant. Il suffit de dire une pauvre formule magique et hop,
Le tour est joué. Je plains notre bonne vieille terre. Si tous les hommes sont ainsi, alors nous courons droit à la catastrophe. En ce qui me concerne, j'erre toujours sans domicile fixe, les pieds usés et les yeux remplis de cernes, ma robe faite de mon linceul déchiré. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider, je lui ferais don de mon pouvoir, rien que pour connaître la paix et le repos. Mais je suis la dame de porcelaine, comme me surnomment les petits-enfants. Ma peau frêle casse au moindre coup de vent. Mes cheveux noirs comme le corbeau volaient de droite à gauche, tel un drap abandonné. Je suis si pâle que je ressemble à un fantôme. Seules mes lèvres restèrent rouges, un rouge sang, témoin des crimes que j'ai commis et qui resteraient inscrits à jamais. Et aujourd'hui encore, je traîne sur les routes, j'arpente les sentiers, je parcours les chemins, dans l'espoir de retrouver un jour la paix, ma paix. En revanche, ceux qui m'aident dans ma quête, je les aide en retour. Je leur prédis l'avenir. Vous ne semblez pas me croire. Eh bien, je vous assure que dès demain, on parlera de votre mort dans les journaux. Sauf si ce n'est déjà fait. Vous voulez savoir pourquoi ou comment? Pour le premier, c'est simple. Vous allez être victime d'un des plus grands tueurs que le monde ait porté. Son nom, le Fou. Ha! Je vois que ce nom ne vous est pas inconnu. C'est le même qui a tué Luna et Adrien. Le second est un peu plus dur, mais tout à fait réalisable. D'abord, il vous plongera dans les ténèbres. Ensuite, il vous fera boire la mort. Après, il vous emmènera en enfer. Ça vous intrigue encore? Eh bien, aidez-moi à retrouver ma paix avant minuit. Ou sinon, je crains de devoir annoncer à vos proches votre disparition soudaine. La dame de porcelaine. Je me nomme Marianne. J'ai 16 ans. Et je vis avec ma mère à Luna Villa. Petite ville sympa. Enfin, c'est ce que je croyais. Après avoir entendu mon histoire, on verra si vous voulez venir vivre dans cette ville. Voici mon histoire. Vendredi soir, après les cours, je rentrais chez moi sous la pleine lune. La tête ailleurs, je me trompais de chemin et me retrouva face à un cimetière, délabré, dont la porte rouillée était ouverte. J'entendis des bruits étranges venant de l'intérieur, et prise de curiosité, je décidai de rentrer, jeter un œil, pour savoir d'où provenaient les bruits. En entrant dans le cimetière, je vis près d'un buisson de ronces une tombe entourée d'un épais brouillard qui donnait une impression inquiétante et mystérieuse. Tout à coup, le vent se mit à souffler et je sentis comme une présence me frôler le bras. Un frisson glacé me parcourut tout entière. Ne voulant pas rester une minute de plus dans ce cimetière lugubre, je sortis en courant et me dirigea aussi vite que possible chez moi. Le soir, en allant me coucher, j'entendis des bruits de pas devant ma porte, et en même temps, je me sentis observée. Croyant que c'était mon imagination, je suis allée dormir. Dans la nuit, je sentis une main se poser sur ma jambe et une violente douleur dans le dos. J'étais terrorisée. J'avais les yeux grands ouverts, mais ne voyais rien, comme si j'étais devenue aveugle. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortait de ma bouche, comme si j'étais muette. Je voulais bouger, mais j'étais figée sur le lit, comme si j'étais devenue paralysée. Puis soudain, tout devient normal. Je me redressai, en poussant un hurlement, le cœur battant à 1000 à l'heure. Je regardai ma chambre, et mon regard s'arrêta sur ma porte. Il y avait une grande griffure brillante sur le bois. Intriguée, je me levai tout doucement de mon lit pour aller voir ce qu'il y avait sur ma porte. Une fois devant, je tendis la main pour la toucher. Quand je regardai ma main, mon cœur manqua un battement. Elle était couverte de sang frais. Je courus vers la salle de bain et nettoya le sang, puis retourna dans ma chambre. Le lendemain, j'étais très fatiguée, car j'avais passé une nuit blanche, après la frayeur de la veille. Heureusement pour moi, c'étaient les vacances d'été. Assise sur mon lit,
je regardais ma porte, dont la marque avait disparu. En passant devant mon miroir, je vis une marque de main sur ma cuisse et 3 longues griffures dans le dos. Avec frayeur, je me rendis compte que tout ce que j'avais ressenti la nuit dernière était bien réel. Ne pouvant pas garder cela pour moi, je décidai d'en parler avec ma mère. Je lui montrai les griffures que j'avais dans le dos, et en même temps, je lui ai raconté ce que j'avais vécu durant les 2 jours passés. Je pensais qu'elle me prendrait pour une folle, mais plus j'avançais dans mes explications, plus le visage de ma mère se décomposait. Soudain, elle fondit en larmes, et elle souleva son t-shirt. C'est alors que je découvris sur son dos 3 longues griffures comme les miennes. Je lui demandai donc d'aller au cimetière où tout avait commencé. Arrivés sur les lieux, nous nous sommes dirigés vers la tombe en question. Arrivé devant cette dernière, j'ai constaté avec stupeur que la tombe était intacte. En entrant chez nous, après cette visite, ma mère me prit le bras en m'indiquant la porte du regard. Il était écrit « Vous allez mourir », écrit en lettres de sang. Après avoir lu cet article, j'insistais fortement auprès de ma mère pour que l'on déménage loin d'ici. Ma mère, aussi terrorisée que moi, accepta immédiatement. En arrivant devant chez nous, nous nous sommes arrêtés et nous avons remarqué que plus rien n'était marqué sur le seuil. Ma mère a ouvert la porte, qui s'était mise à grincer, et un souffle chaud et violent nous projeta dans l'allée. Heureusement que personne nous avait vus, sinon ils nous auraient prises pour des folles. Je ne voulais plus rester une minute de plus dans cette maison. Je me précipitai dans ma chambre pour faire ma valise et emporta toutes mes affaires. Soudain, je me figeai, en entendant un grattement qui provenait de derrière le mur. Je me suis retourné lentement vers l'origine du bruit, et je vis apparaître à l'intérieur un petit corps, comme si un rideau invisible me permettait de voir à travers. Je vis à l'intérieur une main minuscule qui se tendait vers moi avec des pleurs d'enfant. Je poussai un hurlement et j'attrapai ma valise en me précipitant hors de ma chambre. Je me dirigeai vers la chambre de ma mère pour l'aider avec sa valise. Et nous sommes sortis de la maison en vitesse. Je me dirigeai vers la voiture, mis mes affaires dans le coffre. Une fois dans la voiture, ma mère démarra. Puis, je lançai un dernier regard vers la maison. Et je vis, derrière la fenêtre de ma chambre, la silhouette d'une femme, habillée de rouge, tenant un bébé dans les bras. Pauvre Elisa, vivra-t-elle en paix à présent? Depuis mon déménagement, la maison de Luna Villa restait désespérément vide. En même temps, qui serait assez fou pour vivre là où un drame s'est produit? Il était très tard ce soir-là, et une tempête passagère faisait marteler la pluie sur les fenêtres de la cuisine. Rémi n'arrivait pas du tout à dormir, et c'est donc pour cela qu'il se trouvait devant son frigo, tentant de préparer du lait chaud avec une petite cuillère de miel, comme sa grand-mère le faisait si bien. Il avait des insomnies depuis peu, et cela le gênait beaucoup dans sa vie quotidienne, car la fatigue s'accumulait. Pourtant, lorsqu'il referma son frigo et qu'il passa devant la fenêtre, ce qu'il vit dehors eut l'effet d'un électrochoc qui le réveilla totalement. À ce moment-là, il faisait bien sombre dans la ville. La pluie était abondante et le tonnerre grondait. Mais même parmi tous ces facteurs, Rémi voyait clairement qu'une silhouette était immobile sous la pluie battante, en train de le fixer. Certes, il habitait au premier étage d'un bâtiment tranquille, ce qui aurait pu le rassurer, car cet individu suspect aurait bien du mal à s'en prendre à lui sans réveiller le voisinage. C'était comme un combat de regards. Le premier qui baissait les yeux perdrait quelque chose. Cette idée ne manqua pas de faire frissonner Rémi. Que pourrait-il bien perdre?
Plus cette pistoletade durait, plus Rémi était mal à l'aise. Sa fatigue avait totalement disparu et une peur grandissante était née. Dehors, à quelques pas de Rémi, la femme inconnue ne bougeait toujours pas. Sa longue robe noire était totalement trempée et le voile en dentelle noire qui lui servait de cape ondulait sous les coups du vent. Malgré la noirceur de l'extérieur et la météo capricieuse, rien ne semblait pouvoir faire vaciller cette personne. Rémi commençait à avoir des sueurs froides. Ses jambes semblaient ramollir telles des jumeaux et il se sentait à découvert malgré les murs qui l'entouraient. Il devrait sans aucun doute fuir, vérifier que la porte d'entrée est bien fermée et aller se cacher sous sa couette pour tout oublier. Mais il ne parvenait pas à le faire. Que se passerait-il s'il venait à bouger de la fenêtre? Rémi ne voulait pas imaginer de scénario morbide. Il songea à appeler la police, mais au même moment, un éclair vint illuminer la rue. Et l'espace d'une seconde, le visage de la femme avait été visible. Elle souriait, avec une expression déformée et folle, la bouche couverte de sang, comme si elle avait croqué dans de la viande crue. Mais le pire, c'était qu'elle tenait quelque chose dans sa main gauche. Rémi n'avait pas eu le temps de bien discerner de quoi il s'agissait, car il était trop obnubilé par le visage de la femme et de son expression angoissante. C'est alors que la femme en noir tendit le bras et ouvrit sa main, en laissant l'objet en question tomber sur le sol. Le jeune homme rapprocha son visage blême de la vitre, et en plissant les yeux, il pouvait constater avec horreur que l'objet, en fait, était une tête humaine. Celle-ci roula un peu plus sur le sol, mouillé, avant de se stopper sous la faible lueur orangée du lampadaire. Rémi n'arrivait pas à crier alors qu'il découvrait qu'il s'agissait de la tête de sa voisine du rez-de-chaussée, affichant une expression de peur immuable. Ce choc de la reconnaissance le fit reculer de la fenêtre, tandis que la femme semblait trembler, comme si elle rigolait hystériquement. L'homme n'arrivait pas à se décider à tout barricader, mais appeler la police était déjà une bonne chose à faire. Il composa le numéro tout en gardant un œil sur cette folle. Mais son téléphone ne semblait guère avoir de réseau, sans doute à cause de l'orage qui avait peut-être endommagé les lignes électriques. Alors, il recula, toujours en la fixant, ouvrit le tiroir à couvert et s'arma aussitôt d'un couteau, avant de se rapprocher de nouveau de la fenêtre. Malgré la petite distance et la pluie qui rendait leur champ de vision trouble à tous les deux, la femme semblait avoir remarqué le couteau puisqu'elle s'arrêta tout de suite de rire. La tension monta alors d'un cran et leur bataille de regards reprit de plus belle. Mais après quelques minutes, la femme leva sa main droite au niveau de son buste et fit coucou à Rémi. Ce geste de la main le fit frissonner jusqu'aux os. Peu après, le lampadaire s'éteignit. Cela ne dura pas plus de 3 secondes, mais lorsqu'elle se ralluma, la femme avait disparu, de même que la tête de sa malheureuse victime. Rémi reprit ainsi ses esprits et se précipita jusqu'à sa porte d'entrée pour tout verrouiller et ensuite aller s'enfermer dans sa salle de bain avec son téléphone. Ce n'est qu'au petit matin, vers 8 heures, que son téléphone se mit à sonner, alors qu'il s'était assoupi dans la baignoire vide. C'était son voisin du dessus, qui souhaitait ne prévenir de la tragédie qui avait frappé leur immeuble et que la police était présente pour que chacun vienne faire sa déposition. Rémi leur raconta tout en détail, mais malgré de nombreuses recherches par la police, on ne retrouvera jamais cette femme, la femme au voile noir. Et vous, si vous la voyez, ne détournez pas les yeux ou vous serez le prochain.